Donc on peut enchaîner avec notre deuxième joueur du jour. On peut aller sur Tyson Chandler, par exemple, si tu veux bien. Tyson Chandler, donc 10 saisons sur la décennie. On va essayer de voir combien sont vraiment valuable, parce que sur la fin, c'est vrai que c'était plus trop ça. 8 points de moyenne sur la décennie, 27 minutes par match de moyenne, ce qui est quand même pas mal, c'est pas rien. En termes de minutage cumulé, on est sur du 15 000 minutes, c'est dans le top 100, c'est 97e, et 572 matchs, c'est pas mal également. Récompense individuelle, on a le titre NBA en 2011, évidemment, dès le début de notre décennie, le Defensive Player of the Year en 2012, 3 fois All-NBA, une fois All-NBA, mais en troisième team, c'est en 2012. Et puis, on a aussi des sélections en All-Defense. On a une fois en première équipe All-Defense en 2013, et on a 2 fois en deuxième équipe All-Defense. Et du coup, alors, au niveau des comparaisons NBADraft.net, eux, ils avaient dit Rashid Wallace. Rien que ça. Ah ouais. Moi, je vois pas trop, parce que Rashid Wallace était un peu plus compétent en attaque, mais bon. C'est la magie NBADraft.net. Vous n'avez pas dû voir les matchs de high school de Tyson Chandler, peut-être. Effectivement. Est-ce que toi, tu les as vus ou t'étais peut-être pas né ? Non, pas de surnom non plus. C'est incroyable. On a deux joueurs d'affilée qui n'ont pas de surnom sur Basketball Référence. Bref. Donc lui, on est sur quelqu'un qui, pour parler un peu de son parcours, 28 ans, qui était, faut se souvenir, deuxième pick de la draft 2001. Ouais. Donc c'était 10 ans avant notre décennie, mais c'était quand même quelqu'un attendu très haut et qui fait pas non plus une décennie des années 2000, peut-être pas à la hauteur de ce pic-là et de son talent, de ce qu'on pouvait attendre. Pour dire même la saison juste avant notre décennie, il est backup pivot du côté de Charlotte, du côté des Hornets. C'est quand même pas top. Et donc, il est début de notre décennie, il est échangé du côté de Dallas en juillet 2010. Et puis, c'est un peu l'explosion cette année-là, puisqu'il vient faire le pivot défensif à côté du poste 4 offensif qui est Dirk Nowitzki, évidemment. Ça va jusqu'au titre, on connaît l'histoire. L'été 2011, il est échangé, c'est un sign and trade, il est échangé du côté des Knicks, du coup. Et puis donc là, il fait Defensive Player of the Year en 2012. Ça tombe malheureusement au premier tour contre Miami. C'est pas encore une très bonne équipe de New York, mais qui est quand même meilleure. Ils font les playoffs alors que c'était pas forcément le cas avant. Et puis donc 2013, là c'est la fameuse équipe des Knicks qui gagne. Ils battent au premier tour, ils battent Boston au deuxième tour. Ouais. Ils tombent contre Indiana, une belle équipe d'Indiana qui était en pleine ascension. Et puis 2014, il a encore un 30 minutes par match, mais les Knicks sont nuls, malheureusement, après le départ de Jason Kidd, notamment. Ensuite, il est rééchangé à Dallas pour la saison 2015. Et là, encore une fois, du côté de Dallas, un bon Dallas qui va faire les playoffs. Il est encore une fois à plus de 30 minutes par match. Donc, on a toute une première moitié de décennie, un rôle de titulaire valuable, pour le coup. Et Dallas, c'est l'année avec Rajon Rondo, notamment. Et ils perdent premier tour contre Houston. Et puis ensuite, à la Free Agency 2015, c'est un peu le tournant malheureux de sa carrière et de sa décennie, puisque il faut se souvenir qu'il signe du côté de Phoenix à l'été 2015, et il signe un peu en anticipation et pour faire venir, ou en tout cas en espérant que LaMarcus Aldridge vienne aussi. Et finalement, LaMarcus Aldridge ne signe pas à Phoenix comme on pouvait s'y attendre et va du côté de San Antonio. Et donc finalement, lui, Tyson Chandler, va du côté de Phoenix, mais l'équipe n'est pas bonne, sans go-to-guy offensif ni rien. Et voilà, après 2016, 17, 18, c'est un peu le marasme d'un Phoenix très 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 mauvais. Donc c'est un peu la fin pour Tyson Chandler en termes de joueur valuable. On a son déclin physique en plus qui opère à ce moment-là. Et puis mi-2019, il est échangé du côté des Lakers, mais c'est la seule année où les Lakers de LeBron James ne font pas les playoffs. Donc un peu décevant. Et puis il finit par 26 petits matchs du côté de Houston. Je crois qu'il le signe juste après l'échange de Capella, ou en tout cas à peu près dans ces eaux-là. Mais en gros, tu sais, l'ère du micro-ball, et ils se sont dit, il faut quand même qu'on ait un mec qui ait un peu de viande, un peu de viande dans la peinture. Et donc voilà un peu pour sa décennie. Je pense que tu seras un peu d'accord avec moi. C'est surtout la première moitié de la décennie qui est valuable. Et je sais pas toi à quel point tu estimes qu'elle était valuable dans ce rôle-là. Clairement, c'est la période Dallas, New York. Et en même temps, c'est assez normal, parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est arrivé dans la ligue en 2001. Donc, sa 15e année NBA, à partir de sa 15e année, c'est un peu plus compliqué. Ouais. En fait, c'est assez normal. Si on regarde historiquement les carrières, c'est normal que des joueurs, entre leur 15e et leur 20e année, il y a une descente un petit peu des performances. C'est logique. Surtout pour quelqu'un comme lui qui s'appuyait beaucoup sur le physique, quoi, finalement. Exactement, ouais. Et comme tu dis, effectivement, au début de notre décennie, il a déjà 28 ans, mine de rien. Donc, il arrive dans la ligue très jeune, mais il est déjà 10 ans dans la ligue, en fait. C'est ça, ouais. C'est assez normal. Mais c'est vrai que c'était assez marrant quand tu m'as dit Tyson Chandler.
Déjà, le passage à Phoenix, je l'ai quasiment oublié, honnêtement. Ouais. J'ai peu de souvenirs. Ça doit être c'est la période où il devait y avoir Eric Bledsoe, Devin Booker, Exactement, ouais. toute cette période-là, une période vraiment, TJ Warren aussi, pas très belle collectivement à regarder. Parce que milieu de décennie, c'est, tu sais, quand avec Dragic, Bledsoe, tout ça, on pense Isaiah Thomas, tout ça, ouais. ouais, on pense qu'ils vont être bons. Et puis, en fait, les années où Tyson Chandler est là, c'est le marasme total. Et d'ailleurs, c'est les années où ils ont que des top picks. Hein, parce que C'est ça. 2016, c'est Bender et Marquis Chris. Et 2017, Chris. c'est Joe Jackson, etc. Ouais, totalement. 2018, c'est Ayton. Ayton, Donc, ouais. Ouais. clairement. Après, je pense que l'impact qu'il a sur le titre de Dallas et sur les bonnes saisons des Knicks, qui restent quand même, c'est quand même la saison des Knicks où les Knicks passent le tour de playoff. C'est la meilleure saison des Knicks du 21e siècle quasiment. Oui. Euh, Oui. alors ça montre aussi qu'il y a eu des soucis côté des Knicks, mais c'est une vraie bonne saison pour eux et il était dans ce rôle. Est-ce qu'il était peut-être pas un peu avant-gardiste dans le rôle de rim runner, protecteur de panier? Tout à fait. Ouais. C'est ce que j'avais noté. C'est que pour moi, c'est vraiment la première figure de ce pivot rim protecteur et rim runner. Ouais. Vraiment ce moule-là qui, dans les années 2010, va être dupliqué encore et encore, mais avec des Capella, avec ce genre de joueurs-là. Quoi. Même aujourd'hui, à la draft, on draft des joueurs très hauts pour ce rôle-là, presque. Et pour moi, c'est vrai que c'est le premier joueur, la première figure de ce rôle-là, qui est finalement le complément parfait d'un attaquant stretch fort avec Dirk Nowitzki, avec en attaque un répertoire limité, mais qui fait du catch and finish, qui est explosif, qui fait des alley-oops, etc. Et qui en défense est un protecteur de panier et qui en plus, avec le toujours plus d'espace qu'il va y avoir en NBA dans les années 2010, bah, finalement, lui, contrairement à d'autres pivots rim protecteurs un peu plus statiques, lui est capable d'être un peu plus à l'aise dans ce genre d'espace qui continue de grandir. Quoi. Donc il y avait cette valeur-là. Après, je me demande à quel point sa défense, alors peut-être pas surestimée, mais en tout cas, elle est pas nécessairement dans les mêmes eaux que le pic en carrière d'autres protecteurs de panier de ce même genre. Quoi. Ouais. Je sais pas ce que tu en Ouais, penses. si tu regardes même sur quelques stats avancées sur la décennie en termes de pourcentage de contre ou de choses comme ça, Ouais. il est pas, c'est peut-être pas le dissuadeur qu'on pensait qu'il était, mais il était tellement grand, long que, et puis il est plus à son prime aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut Oui. dire. Je pense que ce joueur-là, s'il avait été mieux utilisé dans sa période Chicago et en fait c'est Chris Paul qui l'a sauvé, hein. Oui. Un peu Tyson Chandler dans le milieu de la décennie parce il a remis sur les bons rails, mais je pense que c'est peut-être pas le rim protecteur qu'il est qu'on pensait qu'il était dans l'influence, mais c'était quand même une vraie force de dissuasion, une vraie force de dissuasion. Je pense quand même qu'il était plus à son pic de qualité athlétique, mais par contre, là où il est devenu très bon défenseur, c'est que peut-être après quelques années dans NBA, il a appris un peu tous les détails de la défense. Quoi. Ouais. Le placement, les angles, le timing, etc. Que ça, il avait peut-être pas en sortie de lycée, quand il était juste un fric explosif. Quoi. Donc, c'est ça. Donc il y a ce côté-là où le début de décennie, on a 5 années où il est un peu l'intersection entre qualité physique pas encore totalement déclinée et ses skills défensifs, quoi, sa technique, si on peut dire. Mais effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout dans les mêmes eaux que Rudy Gobert dans son prime, que Dwight Howard dans son prime, etc. On n'est pas sur un pivot transcendant défensif comme ça, quoi. Mais quand même, c'est vrai qu'on est sur quelqu'un qui pendant 4-5 saisons avait une bonne valeur, quoi. C'est juste qu'on n'est pas sur l'ultra élite de rim protecteur ou de défenseur, mais on est quand même sur quelqu'un de pas mal. Et les stats avancées, effectivement, disent que c'est pas nécessairement un des tout meilleurs, y compris l'année où il gagne défenseur de l'année. D'ailleurs, l'année où il gagne défenseur de l'année, il est pas dans le All Defense. Hein. Il est pas dans la première All Defense. Ça, c'est toujours c'est marrant. Mais ouais, tu vois, par exemple, j'avais noté en termes de défense, par exemple, effectivement, New York est 5e défense de NBA en 2012, quand il arrive et quand il est défenseur de l'année. Mais ensuite, il est encore là, et pourtant, l'année d'après, ça fait 15e, et l'année d'après, ça fait 23e. 15e sur 30, 23e sur 30 en 2013-2014. Bon, et pourtant, lui est encore là, et lui a encore le même temps de jeu. Donc, il n'a pas ce côté transcendant où il peut élever à lui seul le niveau d'une défense, quoi. Ce côté plafond par la protection de cercle, il a peur de dissuader, ouais, clairement.
Et Dallas, c'est pareil. Dallas, la défense de Dallas est 8e quand il est là en 2011. Il s'en va, elle est encore 8e en 2012, quoi. Donc, c'était pas que lui, quoi, je veux dire. Mais quand même, moi, du coup, on peut passer au classement. C'est vrai que moi, je trouvais qu'il était quand même assez valuable dans ce rôle-là, mais il y a un problème de longévité dans la deuxième partie. Toi, où est-ce que tu l'as placé, du coup, à peu près dans notre classement aujourd'hui? Moi, je l'avais entre Barnes et Aminou, mais je pense que je vais l'avoir au-dessus d'Harrison Barnes. Tu le mettrais plutôt au-dessus d'Harrison Barnes? Ouais, je pense. Je pense Ok. que je l'aurais entre Harrison Barnes et Gordon Hayward. Ouais. Je pense aussi. Moi, je l'avais exactement là derrière Kevin Love. Mais après, moi, c'est vrai que, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais finalement, je me dis que Jrue Holiday, Kevin Love et Gordon Hayward, presque j'ai envie de faire un package et de les remonter encore un peu, ces trois-là. Ouais. Mais effectivement, pour l'instant, je le mettrais derrière Jrue Holiday, derrière Kevin Love et derrière Gordon Hayward aussi. Et donc devant Harrison Barnes. Ok, ouais, je pense qu'on va faire ça. Est-ce que ce classement te va? Ouais. Ok, bah c'est parfait. Alors, petit quiz pour finir, comme petite tradition. Bah justement, on parlait de cette fameuse équipe des Knicks qui est très très bonne. 2012-2013, saison 2013, l'année où ils passent un tour de playoff sur la décennie. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs de cette équipe qui, pour rappel, a fait 54 victoires sur la saison régulière, qui avait le 6e meilleur net rating de NBA, donc 6e meilleure production collective de NBA, donc c'est quand même pas mal, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté des Knicks. Est-ce que tu es capable de me citer très simplement les joueurs de cette équipe des Knicks 2013? Donc Melo. Ouais, Carmelo. J.R. Smith. J.R. Smith. Iman Shumpert. Shumpert, ouais. Chris Copeland. Chris Copeland, effectivement. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle de Chris Copeland. Steve Novak. Steve Novak, j'allais te le dire, ouais. Ouais. J-Kidd. Jason Kidd est là, effectivement. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il a eu un pas mal d'impact sur cette équipe, mine de rien. Pour t'aider, alors on a quelqu'un qui était encore là, qui avait un énorme contrat, signé quelques années avant. Amare Stoudemire. Amare Stoudemire, effectivement. Ouais. On avait un meneur qui était rookie, mais rookie très vieux, finalement. Je crois qu'il avait 36 ans. Pablo Prigioni. Exactement, Pablo Prigioni, c'est son année rookie. Et on avait encore un autre meneur qui avait connu une première embellie du côté de New York, et changé ensuite à Denver, mais qui était revenu à New York. Raymond Felton. Raymond Felton, effectivement. Donc là, tu m'as cité, je crois que les 10 de la rotation principale. Après, on a quand même on avait du vétéran de chez vétéran. Alors, on avait quelqu'un qui avait été Kenyon Martin, effectivement. Quelqu'un que j'ai cité dans la comparaison NBADraft.net, qui est sorti de sa retraite, qui était fini à Boston. C'est vrai. Exactement. Rashid, voilà, c'est vrai. 2 ans plus tard, il était sorti de sa retraite pour jouer avec eux. C'est vrai, après Boston. Et puis après, on avait un ailier qui était du côté de Utah, notamment à Chicago, un ailier défensif. Ronnie Brewer était dans cette équipe. Oh ouais. Et puis, je t'épargne aussi Kurt Thomas, qui était là. Et encore pire, Marcus Camby. Marcus Camby a incroyable. Fait quelques apparitions dans cette équipe. Donc, on était vraiment sur une équipe d'ultra vétérans. Oh ouais. Avec Carmelo, que des vétérans et des shooters. C'était un peu ça l'idée. C'est ça. Et donc voilà pour cette improbable équipe des Knicks